Tú llegaste, te adentraste en mi ser, dibujaste una rosa en mi piel, navegaste. Et recoucou à toutes et à tous. Donc on poursuit avec cette seconde partie du JT du MJPM numéro 2 autour des annonces faites cette semaine par le gouvernement. Et comme je vous le disais en première partie, la seconde mesure annoncée dans le cadre de ce plan à 8 millions d'euros consiste à mettre en œuvre une obligation de formation continue des MJPM. Alors bon, en soi, cette mesure, elle n'est pas déconnante. On sait tous à quel point il est important de s'actualiser régulièrement face aux évolutions légales, réglementaires et même parfois jurisprudentielles. Beaucoup de MJPM le font déjà, d'ailleurs. Ils n'ont pas attendu les annonces de Madame Bourguignon pour le faire. Certains même, me dit-on, font une veille juridique sur Facebook. Ils sont complètement fous, ces MJPM, me direz-vous. Mais bon, voilà, en soi, c'est pas déconnant. Maintenant, est-ce que c'est pas quand même poser le problème à l'envers, puisqu'à mon avis, avant de tabler sur une obligation de formation continue, avant de l'organiser, avant de déterminer son volume horaire, encore faudrait-il s'accorder déjà sur la formation initiale pour les MJPM de demain. Alors là, cette question-là n'est pour l'heure pas tranchée, malgré les annonces dans le cadre du groupe de travail interministériel. Voilà, est-ce qu'on ne pose pas le problème à l'envers? Et puis, d'autre part, c'est un petit peu dommage d'annoncer ça dans le cadre d'annonces censées booster l'attractivité du métier. Dire à quel moment vous boostez l'attractivité d'un métier en annonçant des obligations supplémentaires? Moi, je ne sais pas. Maintenant, Madame Bourguignon, si on veut absolument associer attractivité avec le mot formation, j'avais une piste pour vous. Vous pouviez, par exemple, veiller à garantir un encadrement de qualité aux MJPM qui exerceraient leur métier dans le cadre du salariat. Car il faut le savoir, aujourd'hui, il n'y a absolument aucune obligation légale de formation initiale pour les personnels dirigeants et encadrants des associations tutélaires. On est d'accord que ça, c'est une honte absolue. Ça doit être le seul secteur professionnel en France où plus vous montez dans les échelons, moins vous avez d'obligations de formation. Ça, c'est incompréhensible. Vous avez échoué aux épreuves du CNC ou vous ne l'avez tout simplement pas passé, eh bien vous ne pouvez pas exercer la profession de MJPM, on est d'accord. Mais bonne nouvelle pour vous, vous pouvez diriger une équipe de 10, 20, 30, 40, 50, soyons fous, 60 MJPM, peu importe, vous pouvez. Voilà, vous mesurez l'absurdité de la chose. Ça paraît inconcevable, en sachant que un dirigeant, par exemple, représente la personne morale à qui le juge va confier des mesures de protection. Personnel encadrant et dirigeant va manager les MJPM, va potentiellement intervenir dans l'exécution même des mesures de protection, et pourtant il n'y a aucune obligation aujourd'hui de formation. Alors je ne soulève pas un lièvre, la Cour des comptes se surprenait aussi de ce point en 2016 dans son rapport, c'était en page 94. Anne Caron d'Église dans son rapport de 2018 revenait également sur cette problématique, c'est en page 86. Et là cette année, curieusement, moi je n'ai rien entendu sur cette question-là, qui me semble pourtant fondamentale, si on veut aussi traiter de la question de l'attractivité du métier en secteur associatif, parce que au-delà des conditions salariales que j'évoquais hier, il n'est pas impensable d'imaginer qu'aujourd'hui des salariés quittent leur poste aussi en raison parfois d'un mauvais management. Donc déjà pour répondre à cette question-là, peut-être faudrait-il s'assurer que ce personnel soit parfaitement formé pour exercer ses fonctions, d'autant que, rappelons-le, dans le contrat de travail aujourd'hui d'un salarié MJPM, contrairement à des contrats de travail dans d'autres professions, comme je pense aux journalistes, aux avocats, il n'y a pas de clause de conscience, par exemple. Donc vous rentrez en tant que MJPM, en salarié dans une association, vous êtes soumis pleinement aux liens de subordination et au pouvoir hiérarchique de votre structure. Donc potentiellement, vous devez obéir à des consignes, alors que vous êtes
qualifié pour être MJPM, vous devez obéir à des consignes de supérieurs qui potentiellement, eux, ne sont pas formés pour l'être. Voilà. Moi, je vous le dis comme je le pense. Déjà parce que c'est ma chaîne et je dis ce que je veux, mais parce que même, je pense, d'un strict point de vue qualitatif, pour les majeurs protégés, pour le grand public, c'est quelque chose, moi, qui me choquerait. Je veux dire, en tant que citoyen, c'est quelque chose qui me choquerait. Donc, en tant que professionnel, ça me choque encore plus. Mais bon, je n'ai pas entendu cette année, dans le cadre des travaux du groupe de travail interministériel, je n'ai pas entendu de réflexion à ce sujet-là. J'en faisais pas partie. Je précise pour ceux qui pensent que je fais partie du groupe de travail interministériel. Non, j'en fais pas partie. Donc, peut-être que ça a été, c'est un point qui a été abordé. Mais en tout cas, je n'en ai pas vu la moindre communication sur ce point. Donc, voilà, dites-moi, vous, ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est moi qui suis, par exemple, absolument pas formé sur des questions sur la maçonnerie, j'imagine pas une entreprise m'appeler pour me recruter et diriger une équipe de 10 maçons. J'imagine pas cela concevable. Dans la PJM, c'est pesable. Donc voilà. Et d'ailleurs, et je vais conclure là-dessus, je me suis livré à un petit exercice cet après-midi. Je vous invite à le reproduire à la maison, parce que vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole. J'ai googlisé les référents territoriaux de la FNAT. Alors, vous allez me dire deux choses. La première, c'est que j'ai des drôles de hobbies. Et je vous répondrai, c'est pas faux. Et la deuxième, vous allez me dire, mais pourquoi la FNAT? On a 3 grosses fédérations aujourd'hui représentatives des associations tutélaires. Vous avez l'UNAF, l'UNAPEI et la FNAT. Alors l'UNAF, elle intervient globalement sur tout un tas de questions liées à la politique familiale. Et l'UNAPEI sur tout un tas de questions liées à la politique du handicap. On a entendu son président, par exemple, prendre position sur la déconjugalisation de l'AAH. Voilà, donc pour l'UNAF et l'UNAPEI, globalement, la PJM, c'est une branche d'activité. Mais c'est pas l'essentiel de son activité. La FNAT, elle, la PJM, c'est exclusivement son activité. Elle ne parle que de ça. Et on peut s'en féliciter d'ailleurs d'avoir une fédération de ce poids-là qui ne parle que de PJM et qui fasse son lobbying sur cette question-là. C'est plutôt une bonne chose. Mais on s'intéresse aussi à eux puisque globalement ils ont une voix prépondérante aujourd'hui dans les échanges. On l'a vu au sein du GTI. On l'a vu notamment sur la question de la formation du MJPM. Et puis son délégué général cette semaine se félicitait, se réjouissait, disait que la FNAT se réjouit de ces annonces. Donc bon, on peut légitimement s'intéresser un petit peu à eux, et je vous mettrai le lien vers la liste des référents territoriaux de la FNAT. En les googlisant, il faut savoir qu'ils sont au nombre de 14, et en les googlisant, j'en ai trouvé la moitié d'entre eux. Ils sont tous membres du conseil d'administration de la FNAT, dirigent ou ont dirigé des associations tutélaires, et la moitié que j'ai retrouvée sur LinkedIn, dans l'onglet formation, aucun moment je n'ai vu l'obtention d'un certificat national de compétences de MJPM, encore moins de CAFDES. Voilà, pas de CAFEURIS non plus. Ça pose problème. Voilà, pour moi, alors je peux pas croire qu'ils ne soient pas titulaires d'un CNC, ces gens-là. C'est forcément un oubli. Je ne peux pas croire que les gens qui ont donné leur avis toute l'année sur comment devait être qualifié un MJPM demain ne soient pas eux-mêmes qualifiés pour être MJPM aujourd'hui. C'est pas possible. C'est pas possible. Ils vont certainement rectifier ça. Je ne peux pas le croire. Mais bon, ça pose quand même question. Je sais pas. Moi, dites-moi dans les commentaires. En tout cas, aujourd'hui, on en est là. On n'a pas d'obligation légale. Alors attention, je ne dis pas que les dirigeants et le personnel encadrant des associations tutélaires aujourd'hui en France n'est pas formé. Je dis qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation légale. Je crois que la nuance est importante. Je connais des directeurs d'associations qui ont été et qui ont passé avec succès leurs épreuves du CNC, donc dont acte. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation légale qui l'impose. Voilà, moi ça me pose un problème. Je sais pas vous, dites-moi dans les commentaires.
Voilà, ça sera tout pour ce deuxième JT du MJPM. On reviendra prochainement pour se consacrer exclusivement à la question, je pense, de la formation initiale des MJPM, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire, il y a eu beaucoup de débats cette année. Et donc on y reviendra. En attendant, likez, commentez, vous savez que j'adore lire vos commentaires, et puis partagez, les posts du MJPM dans le droit, c'est partager une visibilité sur votre profession. Moi j'ai rien à gagner, je vous le dis. D'ailleurs, je pense qu'il faut faire un bon travail de recherche pour savoir qui vous parle aujourd'hui. Voilà, je n'attire pas la lumière sur moi, mais sur un métier. Donc n'hésitez pas. Voilà, à très bientôt. From you breathing in and out.